Bonjour à vous. Comme on l'a vu dans les deux épisodes précédents, le philosophe suisse Chavannes a créé l'ethnologie en 1787 et on dispose donc désormais d'une science permettant de penser l'être humain dans sa globalité et dans sa diversité. Bientôt, ce sera au tour de la sociologie de naître, au début du XIXe siècle, sous l'impulsion notamment d'Auguste Comte. Ces deux sciences se veulent différentes, ne serait-ce que par leur champ de recherche. La sociologie étudiera les sociétés complexes, hétérogènes, à forte profondeur historique, les sociétés modernes, industrialisées, les sociétés qu'on dit civilisées. L'ethnologie, telle qu'elle est pratiquée par les premiers anthropologues, elle s'intéresse au contraire à des sociétés simples, lointaines et exotiques, auxquelles on attribue, à tort ou à raison, quelques caractéristiques. On dit qu'il s'agit de sociétés de petite dimension, surtout par rapport aux grandes nations européennes. On dit que leur technologie est rudimentaire, surtout par rapport à l'Europe qui est alors en pleine révolution industrielle. On dit qu'il s'agit de sociétés qui n'ont que peu ou pas de contact avec leurs voisins, raison pour laquelle on les qualifiera de vierges. On dit enfin qu'il s'agit de sociétés dans lesquelles il existe une moindre spécialisation des activités et des fonctions sociales. Il s'agit donc de sociétés qu'on considère comme relativement homogènes, simples, voire simplistes, sans histoire connue, sans écriture. Ce sont des sociétés qu'on qualifiera de primitives, d'archaïques, de traditionnelles. Dans les premiers temps du travail anthropologique effectué par les ethnologues, toutes les sociétés primitives se situent en Afrique, en Amérique du Sud ou bien en Océanie, ce qui permet de bien différencier l'objet du sociologue, géographiquement moins distant, beaucoup plus visible et intellectuellement beaucoup plus facile à appréhender et à étudier, de celui de l'anthropologue. La science, telle qu'on la conçoit à cette époque, suppose une dualité radicale, une distinction claire entre le scientifique observateur et l'objet observé. Dans les sciences exactes, cette séparation nette est assez évidente. Le scientifique est très différent d'une fourmi, d'un arbre ou d'un champ magnétique. En histoire, cette rupture sera obtenue par la distance temporelle entre l'historien et la société qu'il étudie. En ethnologie, en anthropologie, où on a un être humain qui en observe d'autres, cette séparation sera obtenue par une distance géographique. Les sociétés étudiées par les premiers anthropologues sont toutes des sociétés lointaines, celles dont les populations sont les plus différentes, les plus étonnantes, les plus étranges, les plus mystérieuses par rapport à la société occidentale à laquelle appartiennent ces anthropologues. Pendant plus d'un siècle et demi, les petites sociétés primitives, apparemment simples et évidemment lointaines, constituent les seuls et uniques champs de recherche des anthropologues. C'est dans les années 1930 que les choses vont progressivement changer. Des anthropologues américains, puis français, commencent à se dire que le travail d'observation qu'ils réalisent à des milliers de kilomètres de chez eux peut tout aussi bien être effectué beaucoup plus près, au sein même de leur propre société. D'une certaine façon, ce que ces anthropologues se disent, c'est que il n'est peut-être pas nécessaire d'aller aussi loin pour étudier des populations primitives, car des primitifs, il en existe chez nous, au sein de notre propre société. Et à partir de là, peu à peu, en plus de travaux portant sur des sociétés lointaines et exotiques, on va voir apparaître des études anthropologiques consacrées à des sous-cultures spécifiques existant dans nos sociétés industrialisées, comme par exemple les paysans ou encore les SDF. Et donc, en quelques années, l'objet de l'ethnologie s'est grandement élargi, au point de concerner l'ensemble des sociétés, y compris la nôtre, et au point que la définition première de l'ethnologie, qui était la science des sociétés primitives, ne corresponde plus à la réalité du terrain, et au point, enfin, qu'on préférera aujourd'hui parler d'anthropologie plutôt que d'ethnologie.
Ce terme d'anthropologie correspond en effet beaucoup mieux à une science dont la finalité est de penser et de comprendre l'unité de l'être humain à travers la diversité des cultures du monde entier. Le plus souvent, aujourd'hui, l'anthropologue s'intéressera à des unités sociales de relativement faible ampleur qui, ou bien constituent un échantillon jugé représentatif d'une société qu'on veut étudier, comme par exemple un village Mangbetu au Congo, ou bien possèdent une sous-culture spécifique, comme par exemple les SDF parisiens. En règle générale, et même si cela est contesté par certains, puisqu'il n'y a plus aujourd'hui de distance géographique obligatoire entre l'observant et l'observé, on essaye, par souci d'objectivité, qu'il y ait néanmoins une distinction, une distance sociale ou socioculturelle entre l'anthropologue et ceux qui l'étudient. Autrement dit, on estime qu'il est préférable, pour des raisons d'objectivité scientifique, que le chercheur qui étudie par exemple le quartier congolais Matongé à Bruxelles ne soit pas lui-même issu de cette communauté, de même qu'il est préférable que celui qui étudie un village rural des Ardennes français ne soit pas lui-même le fils, par exemple, d'un agriculteur de cette région. Comme le disait Claude Lévi-Strauss, aujourd'hui, toute société différente de la nôtre est objet, mais tout groupe de notre propre société, autre que celui auquel nous appartenons, est lui aussi objet. L'objet théorique de l'anthropologie n'est donc plus lié à un espace géographique particulier, comme c'était le cas avant 1930. L'anthropologie culturelle est devenue l'étude de toutes les sociétés humaines, la nôtre y compris. Et plus précisément, si on se place du point de vue de l'anthropologue, on peut dire que l'anthropologie, c'est l'étude de toutes les cultures étrangères à celles de l'observateur. Bref, depuis quelque temps, la distance sociale ou socioculturelle, la distance communautaire entre l'enquêteur et les enquêtés, a remplacé la distance géographique. Comme je l'ai indiqué, cette distance communautaire, si elle est recommandée par de nombreux anthropologues qui estiment qu'elle est indispensable pour effectuer un travail objectif et donc scientifique, ne fait pourtant pas l'unanimité. En effet, certains chercheurs pensent au contraire que les anthropologues qui enquêtent dans leur propre communauté, et qu'on appelle alors des insiders, gagnent la confiance de leurs interlocuteurs plus facilement, en comprennent mieux les subtilités du langage et formulent en définitive des problématiques plus justes et plus respectueuses des communautés auxquelles ils appartiennent. C'est le cas par exemple du sociologue Pierre Bourdieu, qui recommande le recrutement d'enquêteurs qui sont proches des enquêtés, car il juge leur travail plus pertinent. Comme on le voit, le débat à ce sujet reste ouvert. De nos jours, l'anthropologue est donc amené à s'intéresser à toutes les sociétés du monde, à tous les peuples du monde, à toutes les cultures du monde. L'anthropologie culturelle se définit comme une science globale et universelle. On étudie toutes les sociétés du monde et dans chaque société, on étudie absolument tout. On étudie les rites, les fêtes, les croyances, les institutions, les structures de parenté et de mariage, les manières de se loger, de s'habiller, de se nourrir, de dormir, etc. On étudie la société de façon totale. Et on pourrait dire qu'il s'agit là de la façon classique d'envisager la pratique de l'anthropologie culturelle. Dans une société, par exemple les Na de Chine, on étudie tout, on s'intéresse à tout, on essaye de comprendre tout. Mais le travail de l'anthropologue ne consiste pas uniquement à observer, analyser et comprendre les différentes façons de vivre et de penser d'un peuple quel qu'il soit. Aujourd'hui, l'anthropologie se déploie aussi sur des terrains plus conceptuels, parfois inattendus, comme par exemple l'anthropologie de la maladie, de l'amour, de la drogue, de la mort, du travail, du sport, du corps. Le principe de cette anthropologie conceptuelle est assez simple. Plutôt que d'explorer une société dans sa globalité, on va s'intéresser à un thème spécifique, par exemple la mort,
que l'on va étudier alors à partir d'une ou plusieurs sociétés. C'est ce qu'a fait par exemple l'anthropologue Maurice Godelier, qui a publié en 2014 une remarquable étude comparative des différentes façons de concevoir la mort dans 14 sociétés différentes, actuelles et anciennes. Pour chaque société envisagée, il a cherché à répondre aux questions suivantes. Comment la société s'explique-t-elle que l'humanité soit mortelle? Comment se représente-t-on l'acte même de mourir? Quelles sont les conduites socialement prescrites à tenir vis-à-vis d'un individu qui est en train de mourir? Comment traite-t-on un mort si ce mort est un parent, un ami, ou un ennemi, ou encore un étranger? Comment dispose-t-on du cadavre? Y a-t-il inhumation, crémation, exposition aux animaux, momification ou encore ingestion? Quels sont les rites qui mènent à la séparation des vivants et des morts? Est-ce que les funérailles sont suivies d'une période de deuil nécessaire pour que les vivants qui ont perdu l'un des leurs retournent peu à peu à la vie qu'ils menaient auparavant? Et enfin, si la mort n'est pas la fin de la vie, où vont les morts après leur décès et quelle forme d'existence mènent-ils alors? Comme on le voit avec ces quelques questions, il s'agit bien ici d'étudier un thème spécifique en profondeur et de façon comparée. Comme on va le voir dans le prochain podcast, dans le prochain épisode de cette série, la démarche classique de l'anthropologue repose sur un travail de terrain indispensable. Celui qui veut étudier une société doit se rendre sur place et vivre pendant un temps assez long au sein du peuple qui l'intéresse. Il est évident que dans le cadre d'une anthropologie conceptuelle, on peut difficilement exiger d'un chercheur qu'il parte vivre dans, par exemple, 14 sociétés différentes. Deux solutions s'offrent alors à celui qui souhaite écrire un ouvrage d'anthropologie conceptuelle. Ou bien s'appuyer sur les travaux effectués par ses confrères, qui, eux, se sont rendus sur place pour réaliser leur étude, ou bien faire appel à eux afin qu'ils rédigent eux-mêmes le chapitre consacré à la société dont ils sont experts. Je vous remercie d'avoir écouté ce podcast et je vous invite, comme à mon habitude, si vous en avez le temps, la curiosité ou l'envie, à prolonger quelque peu votre réflexion ou tout simplement à vous distraire un petit peu en cliquant sur les quelques liens que je propose ici.